À quelques jours des déconfinements de la commune d'Elagombe, l'insalubrité revient au galop. Les autorités municipales appellent à la prise de conscience et promettent des sanctions. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant cette période de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, aucune marche n'est autorisée au pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé cette mesure. Il s'est tenu ce jour, mercredi 8 juillet 2020, autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une rencontre ayant réuni Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les responsables des services de sécurité civils et militaires au plus haut niveau. La rencontre a porté sur les demandes des marches des partis politiques et autres organisations de la société civile en rapport avec l'actualité politique de l'heure. Après échange, il a été décidé ce qui suit. 1. En application de l'état d'urgence sanitaire décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de mesures de riposte s'y rapportant, il est formellement interdit d'organiser des marches publiques sur toute l'étendue du territoire national. 2. Il est demandé aux leaders des plateformes Cash et FCC, qui constituent la coalition au pouvoir, d'inviter leurs membres de s'abstenir impérativement des marches projetées dès ce jeudi 9 juillet 2020. 3. Il leur est demandé d'entamer urgemment des discussions politiques sur les questions de l'heure qui les divisent. 4. La police nationale congolaise est chargée d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des marches publiques pendant toute cette période d'urgence sanitaire. Quelques jours seulement après le déconfinement de la commune d'Elagombe, l'insalubrité revient au galop. L'hôtel de ville de Kinshasa appelle à la prise de conscience et promet des sanctions à l'endroit pour le non-respect de mesures d'hygiène. Bienvenue Yaï pour les reportages. La commune d'Elagombe, miroir de la capitale, est appelée à revêtir sa belle robe datant, selon la vision du chef de l'État, traduite en actes par le gouvernement provincial, dirigé par Jean Tiningo Bilambaka à travers l'opération Kin Bopeto, attendez, Kin Propre. Cependant, l'on constate que plus d'une semaine après son déconfinement, cette municipalité a renoué avec l'insalubrité, ce qui justifie la campagne de sensibilisation initiée ces derniers temps par les coordonnateurs de Kin Bopeto à travers la ville-province de Kinshasa. Pour Germain Poundou, le constat fait est désolant. Il en appelle à l'implication des opérateurs économiques et autres marchands ambulants au risque de s'exposer aux sanctions sévères du gouvernement provincial. Nous ne comprenons pas pourquoi des gens propres vivent dans la santé. Alors, nous sommes venus sensibiliser. Les habitants du village Mbenzalé dans la commune d'Elancélé, légalement lotis, aujourd'hui menacés par la démolition. Et ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Suivez. Bien, auparavant, les ministres provinciaux à la charge de l'agriculture. Les habitants du village Mbenzalé dans la commune d'Elancélé, légalement lotis, aujourd'hui menacés par la démolition, ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Suivez.
La commune de Lancélé est sous pression de vivre ces derniers instants. Sa démolition est prévue pour ce 11 juillet 2020. Plusieurs maisons de ces villages seront rayées de la carte. Il s'agit visiblement d'un conflit foncier touchant plus de 6 000 propriétaires. Ces derniers dénoncent cette démarche qu'ils qualifient d'injuste. Ils affirment ne pas être notifiés au préalable. C'est la toute première fois qu'on nous dira que vous avez été averti 3 fois. Je ne sais pas. On nous aurait notifié. Il n'y a aucun document, aucun document. Même quand on a demandé au chef coutumier, il n'a pas eu un papier l'avertissant. On a acheté ces terrains en bonne et due forme. Si problème il y a, ça doit être signifié à partir de ces services compétents, au niveau du quartier ou soit au niveau de la commune. Chose qui n'a jamais été faite. Nous construisons à la sueur de notre fonds, brique par brique. Il y a plus de 6 000 familles. Derrière chaque famille, il faut compter au moins 3 individus. Tout ce que nous avons besoin, c'est l'état des droits, le peuple d'abord. Voilà. Parce que nous sommes là légalement avec toute la documentation, avec les arrêtés, avec l'acte de cession et il y a même le plan cadastral qui a été fait par les agents du cadastre. Quant au chef coutumier, le lopin de terre à la base de discorde a été vendu en toute légalité. Nous avons les documents qui prouvent que le village Mbenzale est bien organisé. C'est un village légal, ça nous appartient. Les terres qui posent problème, c'est la terre du village Mbenzale qui est dans les 90 hectares signés par le ministre Louméa. Mais quand les gens viennent pour démolir, sans document, ça sonne mal. L'État congolais a tout intérêt d'apporter assistance et protection à tous ses compatriotes qui ne savent plus à quel sens s'avouer en leur remettant dans leurs droits. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur du plan, allais-je dire, Élisée Mounembwe, a lancé au Grand Hôtel Kinshasa des études d'impact sanitaire et socio-économique de l'épidémie d'Ebola et de la pandémie à coronavirus en RDC. Reportage. Le gouvernement congolais vient de diligenter 2 études qui vont permettre de mesurer respectivement les effets, impacts et risques divers que représente l'épidémie d'Ebola et la pandémie de la COVID-19 sur les plans sanitaires, économiques et social. C'est la vice-première ministre, ministre du plan, Élisée Mounembwe, qui a lancé officiellement au Grand Hôtel Pullman des études d'impact sanitaire et socio-économique de l'épidémie d'Ebola et de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Au regard des principaux risques que peuvent représenter le coronavirus et la maladie à virus Ebola pour notre pays, le gouvernement a jugé nécessaire de comprendre la nature de ces crises, d'identifier la chaîne de transmission en vue d'en maîtriser l'ampleur, les effets et l'impact socio-économique des différents chocs qui peuvent en découler pour pouvoir anticiper leurs incidences. Ces procédés de recherche sur les effets négatifs dus au coronavirus et à la maladie Ebola vont aider à bien identifier les goulots d'étranglement qui pèsent sur le fonctionnement de la société congolaise, la formulation des options et les orientations majeures en termes de politique et stratégie nationale pour atténuer les effets et impacts des chocs symétriques. Ces études ont été saluées par les partenaires au développement à travers le représentant spécial adjoint des Nations Unies, David McClan. Ce dernier a promis d'accompagner et d'orienter les priorités dans la politique de développement de la RDC. Mohamed VI Africa, c'est l'intitulé de l'ouvrage présenté au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza, par l'ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, à l'occasion des 60 ans d'indépendance du pays. Un récit de Gina Wabiwa. Le Maroc a toujours été près de la République démocratique du Congo depuis des lustres. La preuve, c'est dans ces recueils intitulés Mohamed VI Africa, présentés à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzenza, par l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Rachid Agassine, à l'occasion de la commémoration des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. À tout seigneur, tout honneur. La première photo de cet ouvrage est celle du héros national, Patrice Emery Lumumba,
Lumumba avec les défunts rois Hassan II du Maroc et son père. Pour Rachid Agassine, ambassadeur du Maroc, la photo de Lumumba dans cet ouvrage est très symbolique. C'est un signe d'attachement du Maroc à la République démocratique du Congo. C'est un recueil qui retrace un peu l'historique des relations Maroc avec les pays frères africains. Et ça s'appelle Mohamed VI l'Africain. Et je ne vous cache rien, pour moi c'est un honneur parce que la première photo du recueil est celle de feu Patrice Lumumba, avec le père de l'actuel roi et le grand-père de l'actuel roi. C'est très symbolique et ça manifeste la solidarité entre nos deux pays et ça prouve aussi que le Maroc a toujours été aux côtés de la RDC. Les deux personnalités ont également examiné les dossiers liés à la relance de la tenue de la commission mixte Maroc-RDC, actuellement suspendue à cause du Covid-19. Les fonds de promotion de l'éducation nationale sera bientôt redynamisé pour qu'il joue réellement sa mission de soutenir et promouvoir l'éducation en RDC. Une initiative du vice-ministre Didier Boudimbo. Reportage. Le vice-ministre de l'EPST Didier Boudimbo, ce mercredi 9 juillet, au Fonds de promotion de l'éducation nationale, FPN, pour s'imprégner des réalités de cette structure sous tutelle. Le FPN, qui devait être en avant-plan dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en RDC, n'avait plus les moyens de sa politique depuis la suppression des frais scolaires. Didier Boudimbo a apporté une bonne nouvelle. C'est par rapport au décret qui est en train de restructurer, surtout par rapport aux ressources du FPN. Comme on a eu gain de cause au niveau du gouvernement et que la démarche est en train de suivre juste sur le cours normal pour que le Premier ministre puisse signer le décret, je suis venu pour voir le DG et toute l'équipe et réconforter encore l'équipe parce que je pense que les choses à venir seront meilleures par rapport à l'avenir du FPN et que le FPN a un grand rôle à jouer par rapport à la gratuité de l'enseignement parce que ce sera un grand support pour la gratuité de l'enseignement dans les jours à venir. Dans sa mission de soutenir et promouvoir l'éducation nationale, le Fonds de promotion de l'éducation nationale collecte les ressources nécessaires en vue d'accomplir toutes les opérations directes et indirectes et relatives. Aujourd'hui, le bouet de sauvetage est venu du gouvernement. Parmi les 12 domaines d'intervention du Fonds de promotion de l'éducation figure l'organisation des mutuelles de santé et des activités sur la médecine scolaire. Il s'est ouvert dans la capitale l'atelier d'appropriation du processus de l'élaboration de la politique forestière nationale en RDC. Et c'est le ministre Claude Nyamugabo qui a ouvert les travaux de ces assises. Lopez Kakouba nous en dit plus. Faisant suite à la précédente réunion, cet atelier sur le processus d'élaboration de la politique forestière avait pour pertinence de mettre en contribution différents autres secteurs et domaines transversaux à l'environnement, a dit le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ce 9 juillet au centre CEPAS. L'élaboration du document fondateur d'un nouvel espoir forestier ne peut se faire sans la participation du Fonds forestier national qui en a reçu mandat, comme l'explique son chargé de mission, Alain Kalanguiro. Nous avons la possibilité, à travers la politique, de pouvoir sensibiliser et conscientiser tous les secteurs qui sont transversaux, qui ont une incidence sur les écosystèmes forestiers, à respecter la réglementation du secteur forêt. En ce sens, le Fonds forestier national, dans son investissement, il aura des partenaires qui ont déjà des programmes bien définis dans la vision du ministère. L'enjeu final étant de disposer une politique forestière nationale, il va sans dire, selon le patron de l'environnement, que celle-ci va éclairer la révision du code forestier et permettra à la République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi, de lutter contre la criminalité forestière, source d'évasion des devises et sous-emploi dans la chaîne du développement du secteur forestier. Aujourd'hui, nous réunissons les représentants de tous les ministères du gouvernement qui sont en lien avec la politique forestière. Parce que la politique forestière que nous sommes en train d'élaborer doit être la plus inclusive possible. Et donc, elle n'est pas une politique forestière du ministère de l'Environnement, mais du gouvernement de la République. C'est ce qui justifie la présence des représentants des autres ministères, parce que nous voulons donner un caractère inclusif
à cette politique nationale qui a pour but ultime de faire jouer à nos forêts un grand rôle dans la participation au budget de l'État. Le ministre a conclu par dire que la politique forestière nationale nous permettra ainsi de valoriser de manière maximale le bois produit en RDC, comme le font d'autres pays du bassin du Congo avec qui nous partageons en Afrique centrale cette richesse. L'Amiba minière de Bakwanga sollicite l'appui financier auprès du gouvernement pour signer sa relance et matérialiser ses différents projets. Le sujet au centre de la rencontre entre les vice-ministres des Mines et une délégation de l'Amiba. Bobette Yinga nous en parle. Cette délégation de la minière de Bakwanga, conduite par son directeur général Paulin Lukusa, est venue solliciter l'appui du gouvernement à travers sa tutelle pour sa relance. En effet, l'Amiba est toujours dans le gouffre, une situation qui ne favorise pas son développement. Après échange, la vice-ministre des Mines Alpha Denise Loupetou a promis de faire part de cette situation et proposer des solutions idoines au Premier ministre et au chef de l'État pour accompagnement. Pour accompagner cette entreprise minière qui a fait jadis la fierté du pays. Satisfait d'avoir trouvé en la vice-ministre une oreille attentive, Paulin Ilunga reste confiant et assuré. Actuellement, nous pouvons dire que notre société est quasi en faillite, avec beaucoup d'arriérés des salaires à payer, beaucoup de dettes, tout ça. Donc c'est une situation très difficile par laquelle nous trouvons la société. Mais avec la volonté, la détermination et la contribution de tous, notamment l'encadrement, le ministère de tutelle, nous pensons pouvoir arriver à relever les défis, car ce défi est énorme, mais il n'est pas impossible à relever. L'Amiba entend saisir le gouvernement de la République pour un appui financier sous forme de prêts rémunérés pour la matérialisation de ces différents projets. Juste après ce journal, vous suivrez l'émission sur la poursuite de la campagne de vulgarisation du Code minier révisé avec le ministre des Mines, Willy Iki Utobo Samsoni. Et ne manquez surtout pas ces rendez-vous sur la RTNC. L'intersyndicale nationale de l'administration publique vient de doter depuis ce mardi la cérémonie de cette mise en place a eu lieu à l'issue d'une réunion d'urgence tenue à Kinshasa. La pandémie coronavirus a donné un coup d'arrêt au trafic aérien de par le monde. Pour l'ambassadeur de la République de Turquie, en poste à Kinshasa, Salih Bogash, étant donné que son pays a réussi à stopper la propagation de la Covid-19, il y a moyen à ces jours de relancer les vols des Turkish Airlines entre Istanbul et Kinshasa. Ce afin de booster les activités économiques et commerciales de deux pays aux liens séculaires. Les relations entre la République de Turquie et la République démocratique du Congo sont excellentes. Dans une telle situation, c'est pas très facile pour un ambassadeur de faire avancer davantage les choses, mais nous travaillons là-dessus. Les deux pays ont toujours des potentiels cachés aussi, que nous découvrons chaque jour. Les vols de Turkish Airlines constituent un pont stratégique qui lie nos deux pays. Une fois que l'état d'urgence est levé, Turkish Airlines redémarrera immédiatement ses vols vers Kinshasa. Le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu a salué la coopération turque. Il a émis un avis favorable quant à la reprise du trafic tout en promettant de soumettre la question au cours de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Vous venez là de suivre le ministre des Transports et Voies de Communication et les responsables des Turkish Airlines sur les discussions de la reprise des activités de leur entreprise pendant cette période de Covid-19. Et je disais donc tantôt, l'intersyndicale nationale de l'administration publique vient de doter depuis ce mardi 8 juillet 2020 d'un comité de crise. La cérémonie de cette mise en place a eu lieu à l'issue d'une réunion d'urgence tenue à Kinshasa. Serge Mata. L'installation de ces comités de crise de l'intersyndicale nationale de l'administration publique fait suite au désaveu solennel du comité national sortant, dirigé par Fidel Kiongi, dit entre autres à sa récupération des activités de l'INAP
pour des intérêts égoïstes et personnels, au détournement des objectifs ainsi qu'au refus délibéré du bureau sortant de l'INAP d'inscrire à l'ordre du jour la plénière, l'étude, l'adoption de la charte devant régir l'intersyndicat national, l'administration publique, selon les accords qui sont tous datés de 2016. Désormais, à la tête du nouveau comité de crise de l'INAP, en attendant de nouvelles élections, Bienvenue Moulenda s'est engagé à capitaliser tous les précis acquis. Il s'agit en l'occurrence de la paix sociale et de la défense de tous les intérêts et avantages des travailleurs en vue de l'émergence finale de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs sollicité l'implication de la ministre de la fonction publique pour l'efficacité de l'INAP et de la réussite de sa mission. Nous désavouons et retirons notre confiance aux 3 camarades qui ont pris l'initiative de s'enfermer en lieu et place des 9 que constitue le bureau et de décider seuls. Nous désavouons le bureau de l'INAP pour avoir assisté naïvement à la méconduite de ces 3 camarades. Mettons en place un comité de crise de l'INAP devant valablement conduire et représenter les agents de carrière des services publics et de l'État à tous les niveaux. Demandons aux autorités qui nous suivent et qui vont nous lire en copie de ne plus recevoir les camarades que nous avons désavoués. Rappelons-le que la délégation syndicale est compétente pour négocier en vue de la cohésion des conventions ou accords collectifs. 60 ans après l'indépendance de la RDC, notre consoeur Mireille Ndeke nous propose l'état des lieux des marchés des années 50. C'est parti. Kinshasa, la capitale de la RDC, ville avec plusieurs opportunités, appelée Léopoldville entre 1881 et 1966, Kinshasa, contrairement à aujourd'hui, avait des marchés qui se démarquaient par la vente des spécialités. À part le marché central appelé Zandoya Monene, on peut citer le marché Kanluka, connu sous le nom Wenzea Baesui, le marché Bayaka, dit Wenzea Mabende, et le marché Kalembelembe construit par les colons. Parmi les symboles qui rappellent la présence du colon belge dans la capitale, les Kinois ont gardé le marché Kalembelembe, dit marché de l'indépendance, construit par les Muzungu, qui veut dire le blanc, pour l'approvisionnement. Actuellement, il subit des travaux de réhabilitation. Le marché était très sale. Le nouveau dirigeant, sous l'impulsion du chef de l'État, ont pris cette initiative de réhabiliter le marché. Voilà les résultats. Sur Willery, le marché Kanluka, dit Wenzea Baesui, conserve sa particularité. Un doyen du marché rappelle l'origine de ces lieux. Alors, Wenzoyo est bandé en 1957. Le roi Baudouin est en 1955, a décidé qu'il a tombé là, par policier camp. C'est grâce au camp Luka construit par les Belges que ce marché est né. À l'époque, les policiers étaient gâtés à ration alimentaire. Leurs femmes ont trouvé l'occasion de créer ce marché. Biloko ekomaki surpris na banda kuna bango. Basi na bango bazaki obligé baya batandaka basaki awa babanda koteka. Contrairement au nom qu'ils portent, les essuies n'ont pas été les premiers articles à occuper les étalages sur ces marchés, comme en témoigne l'ancienne vendeuse, aujourd'hui vice-présidente du marché. Depuis 78. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas que les essuies, il y avait aussi des denrées alimentaires. Autre adresse très fréquentée par les Kinois, c'est sur le boulevard Kassavubu où est érigé le marché Bayaka. On y trouve de matériaux de construction, de pièces d'occasion pour le véhicule et autres besoins mécaniques. Le nom Bayaka a une histoire. Marché Bayaka est un marché fondé en 1951. Les rois, Papa Diomi, qui chef de quartier. Le marché Bayaka est fondé en 1951. À l'époque, le chef du quartier, c'était Papa Diomi, qui fut aussi premier bourgmestre de Ngiringiri. Nos frères de Bandundu vendaient les pailles pour construire des maisons. Voilà pourquoi on appelle ce marché Bayaka. L'exercice du petit commerce à Kinshasa, tenu par les nationaux 60 ans après, ne s'est pas beaucoup modernisé malgré l'augmentation du nombre de vendeurs. Si dans les temps, les commerces aidaient à soutenir l'économie du foyer, beaucoup témoignent que les choses ont changé. Surtout dans le côté de Moussala et Zalaki Liboso Malam.
Les choses ne marchent plus comme avant suite à l'augmentation du taux de dollar sur le marché. Kinshasa était une belle ville. Il y avait à manger pour tout le monde. Aujourd'hui, nous souffrons que les autorités nous viennent en aide. Adettés et occupants de ces marchés réclament encore en 2020, année des 60 ans de l'indépendance du pays, la modernisation de ces sites considérés comme le patrimoine de l'État. Car si nous devons réécrire l'histoire de Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, nous ne devons pas oublier l'existence de ce marché des années 50. La génération future pourra ainsi s'en souvenir. Afriland First Bank s'insurge contre les pratiques frauduleuses de Global Witness et PLOF, deux ONG internationales qu'elle traduit en justice. Notre consoeur Yvette Mankoutima a reçu pour vous Maître Moutet. Il est l'avocat de l'Afriland First Bank. Précision. Nous recevons sur ces plateaux Maître Éric Moutet. Il est avocat au barreau de Paris. Bonsoir Maître Éric. Bonsoir. Oui, nous avons suivi tous les rapports de deux organisations non gouvernementales, dont Global Witness, dans les réseaux sociaux. Quelle est la lecture d'Afriland First Bank que vous représentez? Écoutez, c'est une lecture totalement consternée de ce rapport, puisque, et c'est un chemin journalistique tout à fait spécifique qu'ils ont choisi, puisqu'ils annoncent d'emblée dans leur rapport qu'ils n'ont aucune espèce de preuve à proposer aux accusations qui vont néanmoins développer. Donc en gros, on nous dit, on ne peut pas prouver, mais on va vous diffamer sur 50 pages. Donc effectivement, c'est une position interloquée que nous avons sur ce rapport pour le moment. Et que demandez-vous à la justice après toutes ces accusations à l'endroit de votre client qui est Afriland? Nous avons saisi la justice française parce que nous considérons qu'effectivement ces deux organisations ont récupéré, utilisé, modifié les éléments de preuve de manière parfaitement frauduleuse. Notre cliente et Dan Gertler ont proposé à de nombreuses reprises des expertises indépendantes pour que les preuves et les éléments soient confrontés, ce que ces deux ONG ont toujours refusé. Oui, Maître Éric Moutet, un dernier mot pour clore. Merci de cet accueil et puis merci au peuple congolais d'avoir une lecture de ce dossier, puisque finalement ces deux organisations font des injonctions à vos dirigeants, demandent aux dirigeants du Congo d'ouvrir des enquêtes. Je trouve ça totalement invraisemblable et paradoxal que ces deux ONG étrangères se permettent de venir donner des instructions au peuple congolais à travers leurs dirigeants. On imagine un petit peu la réaction des Français si une ONG congolaise venait demander à Emmanuel Macron d'enquêter sur des industriels français. Ok, merci beaucoup, messieurs. Éric Moutet, je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci de votre accueil. Merci. La province du Lualaba vient d'acquérir des engins tout neufs pour la réhabilitation de la route Kolwezi-Dilolo. C'est le gouverneur Richard Mouyej qui a réceptionné cet atelier. Il arrive en tant que commissaire au Lualaba en 2015. L'an décrit fort de sa population l'impraticabilité de la route nationale numéro 39 sur le tronçon compris entre Kolwezi et Dilolo. Aucun engin routier dans le patrimoine de la province à son arrivée. Richard Mouyej et ses collaborateurs tentent quelques manœuvres avec l'Office des routes et quelques privés. Les résultats ont été que très peu satisfaisants et la démarche trop coûteuse pour la province. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. La province du Lualaba vient pour la toute première fois d'acquérir son propre atelier. Au total, 20 engins tout neufs, dont un compacteur, une niveleuse, une pelle et des camions-bennes. Richard Mouyej les a passés en revue ce jeudi 19 juillet au parking urbain pour poids lourds. Une situation qui vient soulager les usagers de la route nationale numéro 39 et ceux d'autres axes de l'intérieur de la province. Le gouverneur se refuse toute polémique et demande à sa population de rester focalisée sur le développement de leur province. J'ai tenu à visiter moi-même avant l'expédition de ces engins sur les chantiers. Ça, c'est le premier lot. Nous sommes en train de voir la possibilité de commander en réduit des petits ateliers pour positionner dans chacun de nos chefs-lieux de territoire.
Et nous avons le souci de l'expertise. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons le faire très vite parce que nous voudrions profiter de la saison sèche pour commencer. Pourquoi nous avons décidé enfin d'acquérir notre atelier? Je dis bien notre premier atelier parce que j'ai eu l'occasion de suivre ce qu'on nous avait légué des ateliers. Je n'aime pas de polémiques. Nous n'avons jamais eu d'atelier de qui que ce soit. C'est la première fois. Nous avions essayé de dépanner les quelques engins de l'office des routes. On a pu faire quelque chose, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et c'était déjà dans un mauvais état. Voilà pourquoi nous avons décidé d'avoir enfin notre atelier. Et nous allons peut-être continuer ces efforts. Ça, c'est l'atelier de la province du Lualaba et c'est la première fois. Nous voudrions que même pendant la saison des pluies, nous puissions travailler nous-mêmes. Il l'a si bien dit et c'est clair comme l'eau de roche. Aucune distraction n'est tolérée au Lualaba. Avis de publication, invitation à soumissionner pour les fonds des défis et incubation pour la cuisson propre en RDC à l'intention des entreprises locales ou internationales actives dans la production et vente des foyers de cuisson ou kits à gaz de cuisson en RDC. Dans le cadre du programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie financé par les CAFI, Initiative pour les forêts d'Afrique centrale sous les FONARED, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, a initié le Fonds des défis incubation pour appuyer les entreprises actives dans le développement du marché des foyers de cuisson et des kits de gaz à cuisson en RDC. L'appui technique ou financier est accordé aux entreprises au travers d'une sélection compétitive des entreprises locales et internationales. À cet effet, nous venons vous informer que l'appel à la proposition du Fonds des défis et incubation pour la cuisson propre en RDC est lancé et ouvert au public ce jour 25 juin 2020 et prendra fin le 31 juillet 2020. Veuillez accéder à l'appel à proposition au travers du lien ci-après. https://uncdf.live/fond-RDC ou envoyer un email à l'adresse rdccleanstar@uncdf.org pour d'amples informations. En cas de difficulté ou si vous souhaitez davantage d'éclaircissements, nous vous invitons à nous transmettre vos questions par email avant la date limite de soumission à l'adresse drc-cleanstar@uncdf.org. Une conférence préparatoire sous format webinar sera organisée en ligne le vendredi 10 juillet 2020 à 10h de Kinshasa pour répondre aux questions fréquemment posées et vous orienter dans le processus d'application. Vous pouvez y participer en vous connectant au lien https://undp.zoom.us/J/95 38 34 43 016 ID des réunions 95 38 34 430 16. Nous dédions ce journal à notre consoeur Lopez Kakuba qui ajoute une bougie de plus dans sa vie. Merci à toute l'équipe. Merci également à Diane Balaka. 22h, retrouvez Oscar Mbalkaïj. Excellente soirée.